Alors oui, vous l'avez peut-être entendu dans la précédente vidéo plus générale et sans spoil sur la saison 2 d'Andor, je considère que la série est de très loin la meilleure histoire de l'univers Star Wars et même l'une des meilleures séries tout court. Donc bon, ça mérite évidemment une analyse un peu plus poussée, que ce soit sur un plan scénaristique ou technique, et je vais donc revenir sur certaines séquences et certains moments de cette saison en évoquant très certainement plusieurs spoilers. Donc si vous n'avez pas vu la série, commencez par la regarder et revenez sur cette analyse après pour en discuter. Cette finesse d'écriture se retrouve évidemment à l'écran grâce à une troupe d'acteurs vraiment excellente, à commencer évidemment par le rôle titre, joué par Diego Luna, et je vais pas tous les citer, mais juste la subtilité du jeu de Genevieve O'Reilly et Stellan Skarsgård est juste dingue, tout comme la banalité du mal transmise par Dennis Gough et Kyle Soller, et puis mention spéciale à Elisabeth Delau qui livre une magnifique performance pour son premier rôle aussi. Et pour les accompagner et transmettre cette subtilité et cette finesse, il faut dire que la mise en scène offre de belles idées de cinéma avec plusieurs parallèles visuels, comme la salle d'interrogatoire dans laquelle se trouve Dedra après Cyril en saison 1, et évidemment son plan final dans l'une des prisons de Narkina, alors qu'elle a justement réussi à avancer dans son enquête et donc à gravir les échelons de la hiérarchie en saison 1 grâce à la mise en place de ce programme pénitentiaire dont elle finit par faire les frais. Il y a aussi plusieurs plans symboliques, comme le tout dernier plan sur le bébé de Cassian, qui renvoie au lever de soleil dont parlait Luten, et fait écho au coucher de soleil avec le bébé Luke dans Star Wars 3, ou le plan sur Cleia qui refait son chignon presque comme si elle faisait signe de se rendre, alors que dans le plan précédent, l'Empire entamait justement sa chasse à l'homme, enfin sa chasse à la femme du coup, ce qui souligne d'autant plus qu'elle n'a plus aucune issue possible. Et pour n'en citer qu'un autre, il y a le plan de l'entrée des Stormtroopers dans le Sénat après le discours de Mon Mothma, même s'ils auraient pu peut-être encore plus jouer sur cette image, mais bon, on est aussi en plein dans une scène de tension et de fuite. Mais voilà, avec l'armée qui envahit le Parlement, à savoir l'antre du pouvoir du peuple, c'est vraiment la démocratie qui est symboliquement et littéralement attaquée. Après, il y a aussi évidemment de très beaux plans, que ce soit lors de quelques plans séquences bien utiles, dont le premier avec Mon Mothma qui change de perspective à chaque nouvelle personne qu'elle croise. Seen who's here? Congratulations. Morning. Senator Beaver. Good to see you. Et puis bien sûr, plusieurs magnifiques plans où le cadre est hyper travaillé. De manière générale, de toute façon, dans Andor, le cadrage est toujours hyper réfléchi, même lorsqu'ils font des champs contre champs, c'est subtilement cadré et monté.
Et le montage joue d'ailleurs un gros rôle dans cette finesse de mise en scène, puisqu'il est toujours au service de l'état d'esprit des personnages et va nous plonger dans leurs ressentis, que ce soit lors de la tentative de viol avec Bix, ou lors du mariage avec Mon Mothma, pour ne citer que des exemples du premier arc, et le tout en conservant toujours un axe regard très précis, qui fait comme si les personnages se regardaient d'une scène à l'autre, et nous connectent ainsi l'ensemble comme d'un fil conducteur constant. Après, par exemple, ce sont pas nécessairement des plans magnifiques, mais ce sont des vrais choix de scénario et de mise en scène, que de ne pas glorifier la mort de certains personnages importants, comme celle de Brasso et de Cinta, et qui se déroulent en hors-champ et dont on ne voit que les réactions des personnages lorsqu'ils découvrent, comme nous spectateurs, ce qui s'est passé, et ça rend le truc très crédible et d'autant plus triste, on n'a pas le temps de leur dire au revoir en fait. Et avec autant de grosses ellipses dans cette seconde saison, il faut dire que le hors-champ est un composant essentiel de l'intrigue, donc ça paraît assez cohérent que la mise en scène s'en serve aussi, à l'image du suicide de Partagaz, où il permet d'enrichir l'environnement professionnel du personnage. Au lieu d'avoir simplement l'acteur qui prend le flingue, on a la réaction de ses collègues derrière la porte, et tout de suite ça apporte un petit plus, une forme de compréhension. D'autant que Partagaz se suicide assis devant le symbole de l'Empire, c'est non seulement une autre boucle qui est bouclée avec ce personnage, puisque comme je le disais, l'un de ses derniers dialogues renvoyait à sa première phrase de la saison 1, là c'est le dernier plan sur lui qui est identique au premier plan qu'il introduisait en première saison. Mais c'est aussi bien évidemment incroyablement symbolique, puisqu'en cherchant à tout prix à être tyrannique de la sorte et à maintenir sa tyrannie, l'Empire, donc le symbole qui est derrière l'homme, se suicide, donc avec le flingue devant l'homme, lui-même. L'Empire se suicide lui-même dans ce plan. Et il y en a beaucoup des scènes comme ça qui sont très bien pensées, comme la scène de rupture de Bix qui nous fait progressivement rentrer dans le point de vue de Cassian, en montrant d'abord Bix parler devant sa tablette, puis c'est entrecoupé de montage où Cassian prend conscience de ce qui lui arrive et on rentre ainsi dans sa tête et le dernier plan, on est dans le point de vue de la tablette, Bix nous parle face caméra. Il y a comme ça des séquences particulièrement marquantes, que ce soit donc la scène de rupture de Bix ou la scène de danse d'expiation de Mon Mothma à la fin du premier arc. Ou encore bien sûr l'évasion de la sénatrice ou le meurtre de Luten qui sont des incroyables séquences. Et Andor réussit à mettre en scène des séquences très variées. Ça va de la scène de pure tension avec Leia s'infiltrant dans l'hôpital, ou la scène de braquage d'un mouchard en plein musée par exemple, à la séquence d'action d'un point de vue comique avec le prototype de chasseur TIE, ou d'un point de vue beaucoup plus sinistre sur Gorman, ainsi que de scènes de dialogue où l'on ressent les positions et points de vue de chacun, comme dans la conférence de Vance ou le mariage de Lyda, sans oublier quelques touches comiques, comme lors du dîner familial où Cyril est tout simplement affalé sur le lit. Bref, il y a un peu de tout, et c'est suffisamment bien pensé pour que dans une séquence thématique, on n'oublie jamais les arcs narratifs des personnages qui réagissent tous différemment à ce qui se passe du coup. On sait toujours qui sont les personnages secondaires aussi, qui accompagnent les principaux, il n'y a jamais juste un gars qui est accompagné de gardes avec des collègues anonymes, non, ils sont tous intégrés à l'intrigue. Et puis même dans des grosses séquences avec beaucoup d'éléments à suivre et beaucoup de personnages, comme lors de l'ultime manifestation des Gorman, on n'est jamais perdu pendant la manif et ensuite pendant le massacre. Que ce soit géographiquement ou en termes de personnages, on sait toujours où on en est. Et évidemment, le génocide de Gorman fera partie de ces moments marquants de la série, et même de la saga Star Wars pour le coup, en passant quand même 2 arcs complets dans ce lieu et en insistant vraiment sur le développement de cette culture locale avec sa propre langue aux sonorités inhabituelles pour Star Wars, un petit peu comme ils avaient fait en saison 1 sur Kenari avec une langue inconnue des civilisations républicaines, et du coup qui n'est pas sous-titrée. Bref, là ça va assez loin dans les costumes avec les bretelles, les manteaux, les bérets, il y a une grosse référence à la résistance française jusque dans leur hymne national, qu'ils se mettent à chanter dans leur langue quand il reste plus que ça à faire. C'est assez glaçant. Et puis la musique d'opéra aussi qu'il y a à la fin du générique des épisodes 7 et 8 je crois, comme prémonition de la tragédie à venir, c'est juste dévastateur.